Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Quinard. Sur West Track 95.9. Salut les curieux, les curieuses. Bonjour les amis. Alors Clésius, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Alors, nous allons poursuivre notre descente dans les abîmes de la vie clandestine et nocturne du Havre. Je te propose, cher Simon, de remonter le temps jusque dans les années 60 pour étudier une série d'événements jamais élucidés au Havre. Bon sang, les affaires non classées du Havre secret. Les dossiers classés X. La vache, je pensais pas que ces dossiers existaient vraiment dans ton bureau. Les affaires non classées du Havre secret ne sont pas forcément à la portée de toutes les sensibilités. Alors c'est avec des pincettes qu'on va étudier ce cas précis. Ok, chers auditeurs, je pense que c'est maintenant que Clésius va vous dire que vous êtes prévenus en ce qui concerne le contenu de la suite de notre émission. Chers auditeurs, je ne saurais être plus clair. Ayez l'estomac accroché. Et là, je vous aurais vraiment prévenu. Plus ou moins que le bacille d'Hébert ? Plus. Ok. Diable, de quoi on va parler ? Nous allons partir à la recherche du profanateur du Havre, si tant est que nous parvenions à lui mettre le grappin dessus. Un profanateur. Quelque chose à voir avec le film de science-fiction, non ? Ok, je règle nos ondes du Havre secret sur 1960, c'est ça ? Non, Simon. 31 octobre 1864. Sainte adresse, Bois de la Solitude. Bon sang, mais il fait nuit. Ce flash lumineux... Attends, je sais. Nous ne sommes pas loin des phares du Cap de la Hève. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'orée de ce bois et en pleine nuit ? Attendons quelques instants. Il va bientôt être 1h30 du matin. Et donc, monsieur Isidore Monnier, un fermier du coin qui aime chasser, devrait passer avec son chien le long du chemin qui est juste devant nous. Ah, ça y est, je le vois. Ah, ça doit être lui. Son chien est à l'arrêt, il a flairé quelque chose. Il file dans le bois. Oui, monsieur Monnier le suit. Et bien, quant à nous, nous allons voir où il se rende. Vraiment sordide ici. Ouais, le chien vient de trouver un cadavre dans la forêt. Il est à peine enveloppé d'un drap, là, on voit une jambe qui dépasse hors du tissu. C'est un meurtre ? Monsieur Monnier vient de partir à toute allure pour prévenir la police. En fait, juste de l'autre côté de ce bois, par-dessus ce mur de briques et de silex, se trouve un cimetière. Le corps vient, selon toute vraisemblance, de là. Attends, tu veux dire que quelqu'un a déterré le cadavre, là ? Mais pourquoi on déterre les cadavres ? Pour l'heure, il est trop tôt pour apporter des explications. Voici le fossoyeur et 2 policiers qui s'en viennent.
Ils amènent le corps dans la cabane située à l'entrée du cimetière. C'est horrible. Je vois que c'était une vieille dame. Son corps a été mangé par les bêtes des environs ? Pas tout à fait, mais tu as raison, c'est très probablement l'œuvre d'un nécrophage. Un nécrophage. Effroyable. Il n'y a plus que la tête qui est intacte. Le fossoyeur va très vite reconnaître la défunte. Il s'agit de Madame Alain, morte à 82 ans. Elle a été enterrée le 24 octobre dernier. Il y a quelques jours donc. Et qui sont ces policiers ? Alors, oui, ce monsieur, c'est monsieur le commissaire central. Et à côté, c'est le docteur Lecadre-Neveu. Ils se rendent à la fosse de Madame Alain. Messieurs, procédez à l'ouverture de la fosse de Madame Alain. Bien, je constate en effet que la bière a été fracturée. Apparemment, le malfaiteur a brisé le cercueil au niveau de la tête, avec un manche de pioche et il a sorti le corps par cette ouverture. Monsieur le commissaire central, Quelles sont vos premières observations, docteur ? je dirais que la profanation a eu lieu pendant la nuit qui a suivi l'enterrement de Madame Alain. C'est bel et bien l'œuvre d'un profanateur de tombes. Mais pour l'heure, il me faut poursuivre l'examen. Bien, faites parvenir le corps à la morgue. Le corps va peut-être livrer des indices sur le profanateur ? Oui, certainement. Enfin, tu te doutes bien que la presse et les ragots vont bien vite tourner cette affaire déjà particulière en véritable spectacle grand guignol. Sortilège, magie noire. À cette époque, l'on raffole des grands et petits Albert. C'est grimoire de magie. Ouais, je vois le genre. Un tas de recettes de grand-mère pour trouver l'être aimé et compagnie. Ce genre de littérature même. Après, c'est peut-être l'œuvre d'un étudiant en médecine qui aurait tenté de s'exercer, non ? Ouais, c'est pas bête, pourquoi pas après tout. Quoi qu'il en soit, l'affaire sera classée sans suite, pour l'instant. Il faut attendre une autre macabre découverte. C'est pas vrai. Simon, branche les ondes du Havre secret sur le lundi 1er avril 1867. 1er avril ? C'est une blague ? Non, tout comme la découverte du premier corps, le 31 octobre. Aucune plaisanterie de mauvais goût là-dedans. 1er avril 1867 et où ça ? Cimetière de Graville, auprès du prieuré. Oh, bon sang. Nous sommes devant la tombe de Madame Gibaud, jardinière à la mare au clair. Elle a été inhumée la veille. Qu'observes-tu, Simon ? Bon, rien d'anormal, la terre a peut-être été remuée, mais en même temps, tu viens de dire qu'elle a été enterrée la veille. Attends, Clésius, c'est du sang, là ? Oui, nous ne touchons à rien et laissons le gardien faire les mêmes constatations que toi. C'est pas vrai. Encore ceux ou ces profanateurs ? Je suis sûr que s'ils déterrent les corps, ils vont trouver des horreurs. Je te fais pas de dessin, tu as compris, le corps a été déterré, profané et remis en terre à la hâte, encore ensanglanté, laissant là quelques indices de l'horrible acte. Le docteur et le commissaire s'en viennent à leur tour. C'est exactement le même cas de figure que Sainte-Adresse. Qu'en pensez-vous, docteur ? Je crois que vous avez vu juste, commissaire. La fosse a été déblayée, le cercueil brisé, le corps a été extrait de la même manière qu'à Sainte-Adresse. Les mutilations sont pratiquement les mêmes. Il y a une certaine précision dans le geste et une régularité dans la pratique. Je dirais que notre homme agit avec méthode. Il n'en est vraiment pas à son coup d'essai, si je puis dire. Nous cherchons donc un profanateur de longue date. C'est sur cette piste que je vous inviterai à vous risquer. Bien, faites parvenir ce corps à la morgue, docteur. Je n'en reviens pas. Le ou les auteurs n'ont même pas laissé une empreinte. Monsieur le commissaire, un pli de monsieur le sénateur préfet de Seine-Inférieure, pour vous. Merci, jeune homme. J'imagine que les nouvelles vont bon train. La publicité donnée par la presse aux horribles détails de semblables actes est regrettable en ce qu'elle froisse les sentiments publics. Mais d'un autre côté, elle impose à l'autorité l'obligation de redoubler d'efforts pour découvrir les auteurs de ces criminelles profanations.
Veuillez bien, monsieur le commissaire central, redoubler d'efforts pour arriver à mettre les coupables sous la main de la justice. Et alors, Clésius, qui est le monstre qui... Ah, personne ne fut jamais arrêté, personne ne se signala, évidemment, et les profanations cessèrent. Quoi ? On sait pas qui a commis ces actes ignobles ? Non, nous n'avons aucune preuve et personne ne peut être reconnu coupable sans jugement. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a la présomption d'innocence, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on n'a pas une idée de l'identité de ce vampire du Havre. Tiens, c'est marrant que tu l'appelles ainsi. Parce que, as-tu déjà entendu parler du vampire du Val-de-Grâce ? Le Val-de-Grâce, c'est à Paris, c'est ça ? C'est un hôpital ? Oui. Il s'agit d'un surnom attribué par la presse à un profanateur de tombes parisien qui a remué le terreau des tombes de la capitale quelques années avant que le repos des défunts du Havre ne soit troublé. Les tombes du cimetière Montparnasse et du cimetière du Père-Lachaise étaient régulièrement profanées, mais exactement de la même façon que le seront nos tombes à Vresse quelques années plus tard. L'auteur de ces faits était aussi insaisissable qu'un chat. Alors, les fossoyeurs de Paris eurent une idée. Ils tendirent un filin de fer au ras du faîtage du mur d'enceinte du cimetière, là où ils supposaient que le vampire passait. Le filin était relié à une cloche, j'imagine ? À la détente d'un fusil chargé de mitraille. Ah oui, ça rigole plus, là. Bref, tu t'en doutes, une nuit, à Paris, l'on entendit une détonation. Mais notre vampire est un être insaisissable, toujours à se dérober. Gravement blessé, il trouve la force de s'enfuir, escalade le mur par lequel il vient de se faire prendre au piège et disparaît dans les ténèbres du 14e arrondissement. Et a-t-il laissé des indices ? Les fossoyeurs trouveront derrière lui 3 éléments fondamentaux, qui mèneront, en outre, à son arrestation. Tout d'abord, du sang. C'est donc un individu blessé qui est recherché. Ensuite, une trace de pas, permettant d'estimer la corpulence de notre vampire. Et enfin, un bout de vêtement militaire. Alors, je résume, le vampire de Montparnasse est un individu, certainement un homme, probablement un militaire blessé. Faut chercher dans les casernes, du coup. Quelques jours après cette affaire, 2 soldats furent placés en faction non loin du cimetière du Montparnasse. Alors qu'ils discutaient entre eux, un fossoyeur affairé tendait l'oreille. C'est ainsi que notre curieux fossoyeur apprend qu'un sergent du 74e était revenu, le soir des faits, blessé au VDG, le Val-de-Grâce, à quelques pâtés d'ici. C'est le docteur Marchal de Calvi qui s'occupe de notre sergent à l'hôpital militaire. Si on allait discuter avec lui, ça nous permettrait peut-être de nous rapprocher de notre curieux vampire parisien, qui lui pourra nous aider à débusquer notre vampire à vrai, un peu comme Hannibal et Clarisse. Allons-y, je connais un chemin détourné qui nous permettra d'esquiver les gardes de la base militaire. Les catacombes de Paris. Savais-tu que le Val-de-Grâce est aussi un important enchevêtrement de carrières sous le pavé parisien ? Pourquoi j'étais sûr qu'on finirait en dessous ? Allez, vas-y, suis-moi. Prenons cette galerie. Elle mène à un escalier donnant à la cour du VDG. Ah non, oups. Non, c'est plutôt celle-là. C'est plus fort que toi, faut forcément qu'il y ait des souterrains dans nos voyages dans le passé. Ouais, avoue que c'est quand même commode pour rentrer en toute discrétion. Voici l'escalier qui donne dans la cour. Bien, suis-moi. Le bureau du docteur Marchal de Calvi doit être par là. Entrez. Que puis-je faire pour vous, soldat ? Et quel est cet accoutrement ridicule, ou sous vos tenues réglementaires ? Oui, bonjour, nous venons nous enquérir de l'état de santé du sergent. Ah, vous êtes de la même section que le sergent François Bertrand. Il est alité dans l'infirmerie. Il n'est pas en état de vous parler. Peut-être pouvez-vous nous aider ? Vous aurait-il confessé ses actions ? Vous semblez en savoir beaucoup sur le sergent. Il s'est confessé à moi par écrit, en effet. Mais je ne révélerai ses aveux que lors de son procès, une fois qu'il m'aura autorisé à le faire. Je ne puis vous renseigner que d'un point de vue médical. Pour le reste, vous devrez attendre le procès, comme tout le monde. Et de quelle pathologie souffre le sergent Bertrand exactement ? C'est un irresponsable. Il est atteint d'une forme de monomanie destructive, érotique. C'est une forme de démence.
Je ne pense pas qu'il soit condamné à une lourde peine. Je pense que sa place est dans un asile, afin qu'il y soit soigné. C'est sur mes recommandations que le sergent Bertrand a rédigé ses aveux, ainsi que son ressenti relatif à sa démence. Je suis convaincu qu'en procédant ainsi, il peut se libérer de ses instincts pervers. Le secret médical ne vous permet pas de nous en dire plus, j'imagine. Tout à fait, soldat. Si ce cas vous intéresse, je vous recommande d'assister au procès. Ayez l'estomac accroché, si je puis dire. On vous remercie, docteur. Du coup, on en sait un peu plus, mais ce n'est pas suffisant pour identifier notre vampire à vrai. Par curiosité, que va devenir le sergent? Dans quel asile va-t-il se retrouver à l'issue de son procès? La cour martiale ne reconnaîtra jamais la démence du sergent Bertrand. Quoi? Comment ça? Au contraire, elle le condamnera comme un individu sain d'esprit. Et qui déterre les morts, du coup. Et justement, sur ce fait, l'atteinte à l'intégrité des défunts n'est pas condamnée à cette époque. Seule la profanation de la sépulture l'est. Du coup, le sergent Bertrand est condamné pour une profanation de sépulture? Et il ira en prison pour avoir violé, je sais pas si le mot est bien approprié, l'article 360 du code pénal. Il est condamné à 1 an de prison. Pardon? C'est une blague? Du coup, il est libéré très vite, j'imagine. Eh ben oui, bien vu. Tu devineras jamais où il ira refaire sa vie par la suite. Non. Non, tu le savais depuis le début, c'est ça. Oui, mais j'aime bien me balader. Et ça nous a permis de faire la connaissance du vampire de Montparnasse, qui n'est autre que... Notre vampire du Havre. Et oui. Et il est venu vivre au Havre au moment où les sépultures des cimetières Sainte-Marie et de Sainte-Adresse ont été profanées. En réalité, à sa sortie de prison, il est intégré dans le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique, chargé de construire des routes en Algérie. En 1856, il se marie au Havre et effectue des petits boulots, commis, facteur, gardien de phare. Ok, retournons au Havre en 1867. Donc le commissaire central a dû faire le lien avec l'affaire du sergent Bertrand? Eh ben tu vas être déçu, Simon. Personne ne fera le lien. Il faudra attendre les recherches de monsieur Michel Dancel dans les années 1990 pour que 3 archivistes du Havre fassent la jonction. Mon ami Laurent Durel, que je salue, monsieur Lesterlin, à qui j'adresse un amical bonjour, et madame Pitois. Attention, il n'existe aucune preuve à l'heure actuelle qui ne lie le sergent Bertrand aux profanations du Havre. Mais ces dernières se sont produites lors de sa présence au Havre. En outre, le modus operandi est le même. La suspicion est forte. Mais la présomption d'innocence... Jusqu'à ce qu'une preuve ne vienne lier François Bertrand aux actes odieux commis au Havre. Pour écrire cette émission, j'ai voulu retracer le parcours du sergent au Havre. J'ai remonté sa piste sur les instructions du livre de monsieur Dancel. J'ai retrouvé et me suis rendu sur sa tombe. J'ai retrouvé et me suis rendu dans la passe dans laquelle il a vécu l'ultime expérience de la mort. Le sergent Bertrand est et restera insaisissable. Durant son séjour au Havre, je n'ai trouvé que des traces d'un bon père de famille, d'un honnête citoyen, à la fois discret et prenant part à la vie publique. Je ne pense pas qu'il faille imaginer notre sergent comme une brute sanguinaire aux idées courtes. Je te propose d'assister à une partie du procès du sergent Bertrand en cour martiale, donc quelques années avant son arrivée au Havre. Tiens, voici le colonel qui juge l'affaire du sergent Bertrand. Et l'homme là-bas, avec la moustache, c'est notre sergent. Accusé, vous reconnaissez-vous coupable d'avoir profané des sépultures, des tombeaux? Reconnaissez-vous les faits horribles qui vous sont reprochés? C'est vrai, mon colonel. Cela m'est arrivé la première fois en 1847, à Bléré, près de Tours.
Quelle horrible sensation vous a poussé à commettre ces actes? Je ne sais pas, mon colonel. Je ne peux pas vous dire. C'était une rage, une folie. Si vous aviez vu un cadavre dans un amphithéâtre et que vous fussiez trouvé seul devant ce cadavre, croyez-vous que vous vous seriez livré à pareils excès? Je ne crois pas. À ça, non. Quand j'étais au collège, je m'échappais quelquefois pour aller seul dans les bois, me reposer dans les endroits les plus sombres de la forêt. J'éprouvais quelque chose que même à présent, je ne pourrais pas vous décrire. J'étais triste, et ma tristesse n'a fait qu'augmenter. La tristesse et la mélancolie ne poussent pas à la destruction. N'y a-t-il pas là un autre sentiment qui vous a poussé à ne mutiler que des corps de femmes et de jeunes filles? Je crois qu'il m'est arrivé aussi souvent d'ouvrir des femmes que des hommes. En une soirée, je pouvais en ouvrir 10, peut-être 15. Il m'arrivait d'utiliser mon sabre de sergent, oui. Utilisiez-vous vos dents? Jamais, mon colonel. L'aspect mâchonné de certains corps doit provenir de ma mauvaise utilisation de certains outils. N'avez-vous pas horreur de vous-même? Oh, bien souvent, mon colonel. Souvent, en quittant le cimetière, je voulais me détruire. La dernière fois au cimetière Montparnasse, j'avais ce pressentiment que je serais tué. J'avais repéré votre machine. Je l'ai esquivée 2 fois. Mais je n'ai jamais songé à la retirer ou la saboter. Comment évitiez-vous les chiens de garde des cimetières? Il arrivait fréquemment qu'ils se jettent sur moi, comme enragés. Je demeurais impassible, ils s'arrêtaient et me laissaient passer. Comment franchissiez-vous les murs d'enceinte des cimetières? Je suis très agile. Je les sautais. Je suis bien plus agile que les gens ordinaires. À quelle périodicité œuvriez-vous? Toutes les 3 semaines environ, je dirais. Emportiez-vous quelques reliques? Jamais. L'on m'aura aussitôt découvert. Vous savez, mon colonel, à chaque fois que je me livrais à ces excès, le lendemain, j'en étais terriblement affecté. Je subissais de violents maux de tête. Docteur Marshall de Calvi, vous avez entre les mains une note d'aveu rédigée par l'accusé. Voulez-vous bien nous en donner lecture? Oui, mon colonel. Je cite. « Je vins à Paris. Je croyais que cette malheureuse passion était passée. Un jour, mes amis m'engagèrent à visiter le cimetière du Père-Lachaise. J'y revins déterrer un corps sans outil, et me fis un jeu de le mettre en pièces. C'est alors que je me retirai hors de moi. Cela m'avait causé tant d'horreur que je restais 7 ou 8 mois sans fréquenter le cimetière. J'avais peur, car l'on m'avait surpris. Sortons d'ici, je pense que j'en ai assez entendu là. Ouais, comme tu peux le constater, Simon, le sergent Bertrand s'exprime avec aisance. Je vais même te dire, pour avoir lu une lettre qu'il adressa au maire du Havre quelques années plus tard, il manie le verbe avec une dextérité déconcertante. Et ce sergent Bertrand a marqué son époque, je suppose? Oui, il aura été difficile de retomber dans l'anonymat au Havre pour lui. Il y a toujours 2 faces à une pièce, aux hommes, à notre ville. Si nous autres Havrais avons connu la face polie de la pièce, de grands inventeurs, de grands écrivains, de célèbres artistes, nous avons aussi connu l'autre face, plus sombre. Le sergent Bertrand est un exemple parlant, je trouve. Certains en diront qu'il était un monstre. Pour ma part, je dépasse cette vision manichéenne. Je vois au-delà du fait divers sordide qui n'a pas particulièrement vocation à être retenu. Je vois les répercussions artistiques et culturelles. À la fin de cette émission, je te propose d'écouter une chanson du groupe Soper Aeternus, écrite en s'inspirant de la vie du sergent Bertrand. Le surréaliste Jean Benoît a réalisé un somptueux costume appelé le Nécrophile. Ce costume est, là encore, totalement inspiré du cas du sergent Bertrand. Et parlons littérature, La Bête Noire de Guy Vargny aux éditions Le Dinosaure en 1965, Le Loup-garou de Paris de Guy Andor aux éditions Néo en 1987, Le Vampire du Val-de-Grâce de Léon Gozlan en 1861, ce sont autant d'œuvres inspirées de la vie de notre sergent. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme le tableau Guernica de Picasso, par exemple. L'horreur de la guerre a permis l'apparition de quelques chefs-d'œuvre. Le sergent Bertrand se voit involontairement responsable de l'apparition d'un nombre d'œuvres incroyables. Mais enfin, quel tordu. Je suis absolument d'accord. Peut-être aurait-il pu canaliser ses passions, les orienter sur un art innocent. Quel peintre le sergent Bertrand aurait-il fait? Quel écrivain? Tu connais le poème de Baudelaire, Une charogne, reprise d'ailleurs avec brio par le célèbre chanteur Léo Ferré. Je vois où tu veux en venir. Enfin, je garderai en mémoire la défaillance du système judiciaire pour le coup. Le sergent Bertrand n'a jamais été soigné. Tu sais tout de l'affaire du sergent Bertrand, notre présumé vampire du Havre. Bon, Clésius, maintenant que nous avons touché les bas-fonds du Havre, j'espère qu'on va pouvoir refaire surface.
Mon pauvre, je t'ai emmené dans bien des galères. Mais je te rassure, nous n'irons ni à la rencontre d'un personnage plus sombre que François Bertrand, ni à la découverte d'un obscur boyau souterrain la prochaine fois. Pour écrire cette émission, je me suis basé sur les recherches de Michel Dancel, auteur de Le Sergent Bertrand, portrait d'un nécrophile heureux, publié en 1991 chez Albin Michel, ainsi que les recherches de Monsieur Simon, auteur de Grandes affaires criminelles de Seine-Maritime, publié en 2006 chez Deboré. Je me suis basé sur le site Retro News, Wikipédia, scienceetmagie.com et parisnormandie.fr. Le morceau qui suit s'appelle Dark Delight, c'est un morceau du groupe Sopor Aeternus et est inspiré de la vie du sergent Bertrand. Salut les curieux et curieuses! À bientôt tout le monde.
C'était Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre secret et sur le site internet www.havre-secret.fr.